Bonjour à tous, voici donc le dernier cours de physique première année sur la force d'Archimède. J'enregistre cette vidéo, il n'y a que 3 élèves en ligne, donc j'espère que les autres vont s'intéresser un peu à leur formation et puis regarder la vidéo FR. Et puis je vais mettre ça à disposition aussi pour la classe du lundi qui était en congé hier si ça les intéresse. Allez, on va faire ensemble, vrai ou faux? La force d'Archimède sur un corps immergé ne dépend que de la nature du liquide. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour voir ça, il faut écrire la formule de la force d'Archimède. Okay? La force d'Archimède, elle est donnée par quoi? Vous vous en souvenez? Hein? Ouh là 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 là. La force d'Archimède, c'est la masse volumique du liquide fois G fois V. Hein, c'est le poids du liquide déplacé. Donc la force d'Archimède, elle a à voir uniquement avec le liquide, pas avec l'objet. Évidemment, ça dépend de la nature du liquide, mais ça dépend aussi de la force de gravité. Donc sur la Lune, la force d'Archimède ne sera pas la même que sur la Terre et ça dépend du volume. Ok, donc là on va dire non, ça dépend aussi de G et de V. Ok? Ce serait bien que vous participiez un petit peu, que j'ai l'impression de servir à quelque chose. Ok? Deuxième question. La force d'Archimède s'exerce verticalement de bas en haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, réagissez là, dites quelque chose. Tom, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Tu penses qu'elle agit dans quelle direction, la force d'Archimède? Ouais. S'exerce verticalement de bas en haut. Ça te plaît pas? Ben oui, la force d'Archimède, ça c'est vrai, elle agit verticalement et la direction c'est de bas en haut. Quand tu as un objet qui est plongé dans un liquide, tu as la force de pesanteur qui agit vers le bas, tu as la force d'Archimède qui agit vers le haut. C'est toujours comme ça. Ok? Plus son volume est grand, plus la force d'Archimède sur le corps immergé est importante. Qu'est-ce que vous en pensez? Khadija, allez, participe un petit peu. Oh là là, Madre de Dios. Hein? Puis à qui encore en ligne? Ouais, bon, le dernier qui est en ligne, il n'y a pas de micro. La force d'Archimède. Oui? Pardon? Alors, la force d'Archimède, c'est ρ liquide fois G fois V, comme on l'a écrit là-haut. C'est proportionnel au volume. Évidemment que plus le volume est grand, plus la force d'Archimède est importante. Ok? Donc ça, c'est vrai. La force d'Archimède sur un corps ne peut jamais être supérieure à la force de pesanteur du corps. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou c'est faux, ça? Vous connaissez des cas dans lesquels la force d'Archimède est supérieure à la force de pesanteur? Oh mon Dieu, quelle participation! Alors ça, c'est faux. Ok? La force d'Archimède, elle peut évidemment être plus grande que la force de pesanteur. Dans quel cas? Eh bien, pour tous les corps qui flottent. Les corps qui flottent, c'est des corps pour lesquels la force d'Archimède est plus forte, donc elle est vers le haut. Elle est plus intense que la force de pesanteur qui les fait couler. D'accord? Vous comprenez ce que je raconte? Question E. Il existe au moins un liquide sur lequel un boulon en acier flotte. Vous connaissez un liquide sur lequel un boulon en acier flotte? Je vous ai peut-être montré la vidéo d'ailleurs. Ouais, le mercure. Ok, ça c'est vrai. Et le liquide, c'est le mercure.
Le mercure a une masse volumique de 13 600 kg par mètre cube. Donc, elle est supérieure à la masse volumique de l'acier, largement supérieure. Et donc, si vous mettez un boulon en acier sur une cuve de mercure, le boulon en acier va flotter, tout simplement. OK? Alors, choisissez les bonnes réponses, justifiez votre choix et expliquez en quoi les autres réponses ne sont pas correctes. Un ballon gonflé à l'hélium monte dans l'air, car, donc vous prenez un ballon, okay, vous le gonflez à l'hélium et en dehors vous avez de l'air. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce ballon, il monte. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça? L'hélium est plus léger que l'air. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si le ballon monte. Aucune idée. Mais bougez-vous un petit peu, répondez, même si c'est faux. Hein? Alors. Ben oui, l'hélium est plus léger que l'air. Ça fait que la force pesanteur de l'hélium sera plus faible que la force d'Archimède due à l'air. Okay, donc l'hélium, il va flotter dans l'air, si vous voulez. Ce ballon d'hélium, il va flotter, il va remonter, parce que son poids est plus faible que la force d'Archimède. Et puis la force d'Archimède, c'est le poids du fluide déplacé. Le fluide déplacé, c'est de l'air. L'air a une masse volumique plus grande. Donc effectivement, l'hélium est plus léger que l'air. Puis vous pouvez comprendre que l'hélium est plus léger que l'air. Un atome d'hélium, c'est 4 protons, 4 neutrons. Donc c'est léger. L'hélium, c'est un gaz extrêmement léger. Et puis, si vous prenez l'air, vous avez de l'azote et de l'oxygène qui sont des éléments beaucoup plus lourds. Donc les atomes eux-mêmes sont plus légers dans l'hélium que dans l'air. Les molécules, disons, sont plus légères et donc l'hélium est plus léger que l'air. La pression de l'hélium sur les parois intérieures du ballon crée des forces pressantes dont la résultante dirigée vers le haut est supérieure à la force d'attraction terrestre qui subit le ballon. Ah. Alors là, il faut qu'on fasse un petit dessin peut-être quand même. Il faut qu'on fasse un petit dessin pour comprendre cette phrase. Cette phrase, elle dit la pression de l'hélium sur les parois intérieures du ballon. Donc là, on a notre ballon qui est gonflé à l'hélium. Et puis, on vous dit que la pression sur les parois, intérieures crée des forces pressantes dont la résultante dirigée vers le haut est la force supérieure à l'attraction terrestre que subit le ballon. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est ça qui fait monter le ballon? Ben non, ce qui fait monter le ballon, c'est la pression de l'air sur les parois du ballon. Pourquoi? Parce que, et là je réponds en même temps à la question B et à la question C. Okay? La question B, elle vous parle des parois intérieures du ballon, mais c'est pas ça qui va changer quelque chose. Okay? Ce qui est important, c'est la pression sur les parois extérieures. Et là, je vais exagérer la longueur de mes flèches pour illustrer le fait que la pression, elle est plus forte en bas qu'en haut. Pourquoi elle est plus forte en bas qu'en haut? Parce qu'il y a une différence d'altitude entre le haut et le bas du ballon. Et avec cette différence d'altitude, on a une pression partielle de l'air qui est plus forte à la base du ballon qu'au sommet. Okay? Donc il y a une force résultante de toutes ces forces pressantes qui agit vers le haut. Et cette force résultante, c'est bien la force d'Archimède. Ça, on l'a vu. Alors, dans le cas du ballon, c'est compliqué à démontrer, mais on l'a vu
dans le cas d'un objet cubique avec une face inférieure et une face supérieure, on a vu que la pression était plus forte en bas puisque l'objet est plus profondément dans le fluide. Elle est plus forte, la pression en bas dirigée vers le haut que la pression en haut dirigée vers le bas. Donc la résultante, c'est une force vers le haut. Puis on a vu que les forces sur les côtés, on s'en fiche parce qu'elles se compensent deux à deux. Et c'est la même chose pour un ballon, bien qu'il soit de forme irrégulière, ça complique le calcul, mais ça ne change pas le principe. Okay, sur un ballon, c'est la différence des forces pressantes de l'air à l'extérieur qui le font monter. Okay. Donc, la question B, c'est non, c'est pas les forces à l'intérieur. Et la question C, c'est oui. Ok? Vous êtes toujours avec moi? Ah là là. Et puis, dernière question, le ballon est aspiré par le vide d'air qui règne au-dessus de l'atmosphère. Non, je veux dire, le vide d'air, il aspire pas. Ok? Ce qui se passe, c'est que si vous avez à un endroit une haute pression et à un endroit une basse pression, eh bien très naturellement, comme les molécules de gaz ici, elles vont être plus comprimées que là, eh bien naturellement, les molécules de gaz, elles vont chercher à s'éloigner les unes des autres et donc il y aura un mouvement de molécules de gaz de la haute pression vers la basse pression. C'est comme ça que ça se passe en météorologie. Okay, vous avez des hautes pressions à un endroit, des basses pressions ailleurs, et vous avez donc du vent qui s'écoule entre les régions de haute pression et de basse pression. Vous avez le vent qui va dans un sens à faible altitude, puis qui va dans le sens inverse en haute altitude, parce que l'air, il faut bien qu'il aille quelque part, une fois qu'il arrive à la basse pression. Ok ? Bien. Vous êtes toujours avec moi ou quoi ? C'est totalement silencieux. Et moi, je vois pas l'écran de Meet, donc j'en sais rien. Ouais, vous êtes toujours 3. Et vous, ah non, vous êtes 5. Ah, il y a Wassim qui est là. Il n'y en a pas un qui veut ouvrir son micro? Alors, il y a Wassim B. Ouais. Il y a Tom Rebet, il y a Raphaël, il y a Khadija, il y a Jeanne, offert, qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, Jeanne. Et puis Gentrit. Bonjour Gentrit. Voilà, vous voulez pas ouvrir vos micros? Je peux plus vous faire grand chose là, c'est le dernier cours, mais ça me ferait plaisir. Hein? Bref, bon écoutez, je veux dire, si vous voulez pas, je vais pas vous frapper, je peux pas. Mais je vais continuer et puis voilà. Pourquoi le gaz carbonique se met-il toujours en dessous de l'air dans une cave, par exemple? Pourquoi, vous pensez? Quelle serait la raison pour laquelle le gaz carbonique se met toujours de l'air? Alors, la masse volumique de l'air, on la connaît, c'est 1,3 kg par mètre cube. La masse volumique du gaz carbonique, très honnêtement, je la connais pas. Donc, on va regarder dans les tables ici si on trouve le CO2, mais je ne sais pas si on le trouve dans ces tables-là. Hélium. Gaz carbonique. Non, il n'y est pas. Écoutez, je vais regarder sur Internet la masse volumique du gaz carbonique. Alors, attendez, parce que là, il faut que j'aille sur mon browser. Et puis, tac, on va chercher masse volumique gaz carbonique. Ok. Dioxyde de carbone, Wikipédia, c'est donc le gaz carbonique. Et on doit avoir ici les propriétés physiques. Masse molaire, non mais les grammes par mol, on s'en fiche.
Moi, j'aimerais la masse volumique. 1,87 kg par mètre cube à 15 degrés et à pression normale. Vous voyez, 1,013 bar, ça veut dire 101 300 pascal, c'est la pression atmosphérique moyenne au bord de la mer. Donc, c'est 1,87 kg par mètre cube. Ok. Donc, si je reviens maintenant à mon soft, là. Ok. Ici, le ρ du CO2, c'est 1,87 kg par mètre cube. Alors, pourquoi est-ce que le CO2 se met toujours en dessous de l'air? Eh bien, parce qu'il a une masse volumique plus élevée. Et comme vous savez, en principe, les gaz, les fluides qui ont des masses volumiques plus élevées se mettent au fond. Alors là, il faut que je vous explique un truc. Régulièrement, il y a des accidents, enfin c'est pas très courant, mais ça arrive, et c'est en général des accidents dramatiques. Il y a régulièrement des gens qui meurent quand ils travaillent au fond d'un puits. Et ça, c'est une chose à laquelle il faut faire très attention. Si vous avez chez vous, dans un endroit où vous travaillez, un puits profond, et puis que vous décidez de travailler au fond du puits, faites très attention et ayez toujours quelqu'un qui vous surveille, ou même si quelqu'un vous surveille, brassez l'air, parce qu'au fond d'un puits, vous avez toujours une accumulation de CO2, et le CO2, c'est un gaz qui vous tue, c'est-à-dire que le CO2 prend la place de l'oxygène dans le sang, et donc votre sang ne transporte plus d'oxygène et vous pouvez en mourir. Et le problème avec le CO2, c'est que quand vous commencez une intoxication au CO2, vous perdez conscience. Donc vous ne vous rendez compte de rien, vous vous évanouissez, et puis vous crevez misérablement au fond du trou. Okay? Donc faites attention, souvenez-vous de ça, ça peut éviter des drames dans votre vie. Ne travaillez pas sans précaution au fond d'un trou où il n'y a pas de brassage d'air. Je me souviens d'un fait divers que j'avais lu dans le journal il y a quelques années. C'était dans une famille, ils avaient une jolie maison, une piscine, les gamins jouaient au bord de la piscine, etc. Et puis le père, il était en train de réparer une pompe ou un machin, je sais pas, au fond d'un puits qu'ils avaient qui faisait 7-8 mètres. Et puis au bout d'un moment, la femme, elle voyait plus arriver son mari, elle l'a cherché, elle l'a cherché, elle l'a cherché. Il avait rien dit, elle savait pas qu'il était dans le trou. Puis quand pour finir, elle l'a cherché dans le trou, eh bien elle l'a trouvé, puis il était mort. Ok ? Donc faites attention. Alors là, j'ai répondu à cette question. Pourquoi est-il dangereux de travailler au fond d'un trou profond? Car c'est plein de CO2 et donc vous risquez l'asphyxie. Enfin, je ne sais pas si l'asphyxie est le terme médical. L'asphyxie, c'est quand on ne peut pas respirer. Là, vous pouvez respirer, simplement vous respirez du CO2 et donc vous en mourrez de manière très efficace. C'est une méthode extrêmement efficace, le CO2. Hein. Dans les chaînes d'abattage, dans les abattoirs, où on abat les animaux pour la consommation de viande, c'est comme ça qu'on tue les animaux. On les fait passer dans une chambre où il y a du CO2, ils respirent le CO2, ils sont morts. Mais il y en a pour pas longtemps, hein, ça va très vite. Ça va très vite, quelques secondes, dans le cas des animaux. Dans les abattoirs corrects, parce qu'évidemment les autres ils font ça autrement. Connaissez-vous la grotte du Chien près de Naples? Alors j'imagine que vous connaissez pas la grotte du Chien. Cette grotte du Chien près de Naples, c'est un endroit qui est plus bas, dans une région, dans une grotte où il y a du CO2 qui sort. Alors le CO2, il reste au niveau du sol. Il s'accumule au niveau du sol et on s'en est rendu compte parce que au début les gens qui venaient là avec des chiens voyaient leurs chiens crever misérablement, ils comprenaient pas pourquoi. Et puis pour finir, on a compris que c'était à cause de la présence de CO2. Vous pouvez regarder Grotte du Chien sur internet si ça vous amuse. Je vais pas passer 3 heures là-dessus. Bon, est-ce que vous voulez bien maintenant participer un peu au cours, hein? Réfléchir un petit peu avec moi. Vous voulez bien? Vous voulez pas ouvrir un micro? Je vous le demande gentiment. Tom, non, Tom, si Tom, tu peux. Tom, ouvre ton micro.
Ou alors vous êtes en train de regarder autre chose. Bon, bref, ça m'énerve, donc je continue. Selon la figure, lorsqu'on immerge le fer et l'aluminium dans l'eau, vous voyez, vous avez ici un bloc de fer, et là, vous avez la même masse en aluminium. On est d'accord que là, on a une certaine masse, et ici, on doit avoir la même masse. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir la même masse? Parce que la balance, elle est équilibrée. Okay, donc là, on a une masse de fer, on a une masse d'alu, et comme la balance est équilibrée, on doit avoir égalité des masses, pour avoir égalité des forces de pesanteur, pour que cette balance soit équilibrée. Okay, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez la balance telle qu'elle équilibrée, vous la descendez, et donc le fer, il va rentrer dans l'eau ici, et l'aluminium, il va rentrer dans l'eau de l'autre côté en même temps. Qu'est-ce qu'elle va faire, la balance? Qu'est-ce que vous pensez? Elle va rester équilibrée, elle va descendre du côté de l'aluminium ou elle va descendre du côté du fer? Vous avez une idée? Oh, une réaction! Elle va descendre de quel côté, Tom? Où c'est le plus lourd, mais il se trouve que c'est... Ah, alors dis-moi. Le rho de quoi? Non, attention, la force d'Archimède, elle dépend du liquide. Elle ne dépend pas de la masse volumique de ce qu'il y a là. Okay, elle dépend de la masse volumique du liquide, du G et du volume. Alors la masse volumique du liquide, c'est la masse volumique de l'eau des deux côtés. Okay, donc ça ne fait pas de différence. Le G, c'est le même des deux côtés. Et puis le volume, qu'est-ce que tu en penses d'une volume? D'ailleurs, c'est pas le même. C'est pas le même parce que le rho de l'aluminium, il est plus faible que le rho du fer. Donc pour avoir la même masse d'aluminium, il faut un volume qui est plus grand. Okay, donc ici, on a volume d'aluminium, là, on a volume de fer, et on voit que le volume d'aluminium est plus grand que le volume de fer. Même si le fer est plus lourd, ça ne change rien, c'est le volume qui compte. Okay, donc la force d'Archimède sur l'aluminium sera plus grande que la force d'Archimède sur le fer, parce que le volume du fer est plus faible, et donc la balance, elle va monter ici, et donc elle va descendre du côté du fer. Donc la réponse qui est correcte, c'est celle-là. Tu comprends? D'accord? Allô, allô? C'est déjà reparti? Ok. Maintenant, si le volume du corps en fer est de 1 décimètre cube, donc 1 litre, montrez que le volume du corps en aluminium est de 2,92 décimètres cubes. Wow, comment est-ce qu'on pourrait faire? La formule qu'il faut utiliser, c'est évidemment la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Et puis, comme on s'intéresse au volume ici, eh bien, on va dériver une formule pour le volume à partir de celle-là. Donc, V fois ρ est égal à la masse. Ok, donc le volume est égal à la masse sur la masse volumique. D'accord? Alors, on peut maintenant, par exemple, prendre cette formule-là. Qu'est-ce qu'on peut... Non, excusez-moi, c'est pas une bonne idée de faire ça. Le mieux, ce serait de trouver une formule pour la masse, parce qu'après, on peut égaler. La masse, c'est la masse volumique fois le volume. Ok? Alors, j'ai la même masse des deux côtés, mais une fois, c'est la masse du fer, donc c'est le ρ fer fois le volume de fer, et de l'autre côté, la masse, c'est de l'aluminium, donc c'est ρAl fois le VAL. Ok? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je montre? Il faut que je montre
que le volume d'aluminium, il est égal à 2,92 si le volume de fer, il est égal à 1. OK. Donc, maintenant, je peux sortir une formule de ça. Je peux dire que le volume d'aluminium, c'est le ρ du fer fois le volume du fer divisé par le ρ de l'aluminium. OK? Et donc, maintenant, qu'est-ce que je trouve ici? J'ai le ρ du fer sur le ρ de l'aluminium fois le volume du fer. On m'a dit de prendre le cas où le volume du fer est d'1 décimètre cube. Eh bien, maintenant, je peux calculer le volume de l'aluminium. Il faut que je prenne le ρ du fer divisé par le ρ de l'aluminium. Alors, il faut que je les trouve, c'est les valeurs de ρ. Donc, ça, c'est dans la table numérique. Le fer, il a une masse volumique de 7870. OK. Et l'aluminium, il a une masse volumique de 2700. C'est un des métaux qui a les masses volumiques les plus faibles. C'est pour ça qu'on en fait des structures légères. Et donc, 7870 sur 2700. 7870 divisé par 2700. Ça nous fait 2, oui, ça fait 2,92 fois. Ok, là c'est sans unité, c'est juste un facteur. Enfin non, pardon, ici c'était des décimètres cubes, donc ça va être des décimètres cubes aussi. Si le volume de fer est de 1 décimètre cube, alors le volume d'aluminium sera de 2,92 décimètres cubes. Okay. Si on enlève 0,1 décimètre cube de fer, ouais, non, écoutez, je vais pas vous embêter avec ça, surtout vu le niveau d'attention que vous avez. Ça va faire des calculs. Je préfère réfléchir sur les principes. Ok, faisons le suivant. Ça, c'est un exercice sympa aussi. Là, vous voyez que vous avez une balance équilibrée et vous avez deux objets qui ont nécessairement la même masse puisque la balance est équilibrée. Okay. On vous dit que les deux objets sont en aluminium, donc c'est la même masse d'aluminium dans les deux cas. Le système est à l'équilibre lorsque les distances L1 égale L2. Alors les distances, c'est ça. Okay. Lorsqu'on plonge ces masses, l'une dans l'alcool et l'autre dans l'eau, de quel côté penchera la balance? Haha! Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez le même volume des deux côtés. Hein? C'est deux masses identiques d'aluminium. Ça a donc exactement le même volume. Maintenant, on sait que la force d'Archimède, c'est ρ liquide fois G fois V. Okay. Le volume, c'est le même. Le G, c'est le même. La pesanteur est la même des deux côtés. Donc ça va dépendre du ρ liquide. Et plus le ρ liquide est élevé, plus la force d'Archimède sera élevée. Alors maintenant, pour l'alcool et l'eau, il faut regarder les ρ. Le ρ de l'eau, si vous voulez être précis, pour l'eau douce, c'est 998 kg par mètre cube. Le ρ de l'alcool, peut-être vous ne le connaissez pas. Le ρ de l'alcool, c'est 790 kg par mètre cube. Okay, donc l'alcool est plus léger que l'eau, pas mal plus léger même, il est 20% plus léger à peu près. C'est pour ça que si vous mettez de l'alcool et de l'eau dans un récipient et puis que vous essayez de ne pas les mélanger en versant délicatement, eh bien votre alcool il se trouvera dessus. Okay, parce qu'il est plus léger, parce que sa masse volumique est plus faible. Donc maintenant, si vous considérez ces deux valeurs-là, 998 et 790, et vous considérez le fait que la force d'Archimède, elle dépend du ρ du liquide, que G et V, c'est les mêmes pour les deux situations,
Ben, il est clair que la force d'Archimède dans l'alcool, elle sera plus petite que la force d'Archimède dans l'eau, vu que l'alcool a une masse volumique plus faible que celle de l'eau. Vous vous souvenez de Mercure, il a une masse volumique très élevée, donc il y a même le fer qui flotte dessus. Eh bien, ici, l'alcool a une masse volumique plus faible, donc les objets flottent moins bien, les objets coulent plus facilement dans l'alcool que dans l'eau, parce que la force d'Archimède est plus forte dans l'eau. Okay. Alors, si la force d'Archimède est plus forte dans l'eau, eh bien, la balance, elle aura tendance à monter de ce côté-là, et donc à descendre de l'autre côté. Ok? Bon, vous êtes vraiment d'une participation, je suis transi. Alors, quel est le volume minimum? Ça, c'est un exercice intéressant. Si une fois vous êtes sur vous êtes perdu sur une île déserte suite au naufrage du paquebot sur lequel vous vous trouviez, eh bien, si vous voulez construire un radeau, il faudra bien que ce radeau, il supporte votre poids. Ok? Et un radeau qui supporte votre poids à la limite, eh bien, ce sera un radeau qui, une fois que vous êtes monté dessus, est totalement immergé. On est d'accord? Plus vous mettez de poids, plus votre radeau va flotter en étant dans l'eau. Et puis il arrivera un moment où le radeau il flotte juste, c'est-à-dire que la surface du radeau arrivera à la surface de l'eau. C'est là que vous aurez la force d'Archimède la plus forte. Si vous rajoutez encore une masse à ce moment-là, bien là vous allez couler. Okay, donc ça c'est vraiment la situation limite. Okay. Alors, il faut appliquer les forces. Okay. Donc d'un côté, vous avez la force de pesanteur qui agit vers le bas, et puis de l'autre côté, vous devez avoir la force d'Archimède qui agit vers le haut. Et là, on est évidemment dans un cas où la force d'Archimède est égale à la force de pesanteur. D'accord? Alors maintenant, il faut qu'on fasse le calcul. Mais il faut qu'on fasse attention parce que la force de pesanteur, c'est celle de l'homme plus celle du bois. Donc il faut qu'on mette les deux. Okay. Donc la force de pesanteur, c'est la masse de l'homme plus la masse du bois fois G. La force de pesanteur, c'est la masse fois G. Ces deux masses-là, autant l'homme que le bois, ils sont attirés vers le bas par la force de pesanteur. Et puis, la masse du bois, comment est-ce qu'on peut la relier aux données là? Eh bien, on a vu que la masse, c'est le ρ fois le volume. Puisque le ρ, c'est la masse divisée par le volume, eh bien, la masse, c'est le ρ fois le volume. D'accord? De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a la force d'Archimède. La force d'Archimède, c'est ρ liquide fois G fois V. D'accord? Alors, est-ce que les volumes sont les mêmes des deux côtés? Ou est-ce qu'on parle du volume immergé? Ben non, les volumes sont les mêmes parce que la flotte, la planche, le radeau, il est à la limite de flottaison. Okay. S'il est à la limite de flottaison, c'est juste avant le moment où il va couler. Donc c'est un moment où il est entièrement immergé et donc on ne va pas parler de volume immergé, c'est le volume total du radeau qui est immergé. D'accord? Donc on va essayer de s'en sortir avec cette équation. On a ρ, alors je vais la réécrire ici, on a ρ liquide fois G fois V est égal à masse homme plus ρ bois fois V fois G. Ok, ça vous inspire? J'ai l'impression que ça vous inspire. Donc, quand vous avez cette équation-là, vous trouvez quoi?
D'abord, vous voyez que vous multipliez par G des deux côtés, donc les G s'éliminent. Et quelle est la signification physique de ce fait? Eh bien, la signification physique, c'est que si vous construisez un radeau sur la Lune, il flottera de la même manière que si vous fabriquez un radeau sur la Terre. Ok? Parce que le G, il va influencer la force d'Archimède, puisqu'il apparaît dans la force d'Archimède, mais il va aussi influencer la force de pesanteur. Donc la force d'Archimède sera plus faible, et la force de pesanteur, elle sera plus faible aussi. Ok? Bon, alors maintenant, on a cette formule-là, et puis il faut qu'on en tire quelque chose pour le volume. Alors on va continuer le calcul. Ok? On a donc que le ρ liquide fois V est égal à la masse de l'homme plus le ρ bois fois V. Ok? Et puis bon, là on avait à deux endroits différents, donc il faut qu'on regroupe tout ça. Il faut qu'on prenne ce terme-là, qu'on le mette à gauche. Donc on aura ρ liquide moins ρ bois, parce que le ρ bois, je le prends, je le passe à gauche, il devient négatif, fois V, après je mets en évidence. Et puis ça c'est égal à la masse de l'homme. Okay. Donc maintenant, je peux écrire pour finir que mon volume, c'est la masse de l'homme divisé par ρ liquide moins ρ bois. Et puis, c'est fini. Je vais avoir mon résultat, ça va me donner le volume. La masse de l'homme, c'est 70 kg, on a dit, c'est bien ça. 70 kg. Le ρ liquide, c'est de l'eau, c'est 998, moins le ρ du bois. On a pris du bois à 800 kg par centimètre cube. C'est un bois qui est relativement lourd, c'est du chêne probablement, ou un truc comme ça. Le sapin, c'est plutôt dans les 600. Alors, combien ça fait? 70. On a 70 divisé par 998 moins 800. Et si je fais le calcul, ça vous fait 0,35 environ. Maintenant, quelle est l'unité de ce 0,35? C'est quoi? Des litres, des mètres cubes? Je ne sais pas. Regardons. La masse, c'est des kilos. Ça, c'est des kilos par mètre cube. Les masses volumiques, ici, elles sont données en kilos par mètre cube. Okay? Donc les kilos s'éliminent, ça fait des 1 sur mètre cube. Donc ici, c'est 0,35 mètre cube. Okay? 0,35 mètre cube, c'est pas gigantesque. Ça fait 350 litres. C'est pas gigantesque, mais c'est quand même relativement important. Vous savez que c'est pas gigantesque parce que vous êtes déjà monté sur une planche de surf ou sur une planche de padding. Un tiers de 0,35 mètres cubes, ça fait quoi? Ça fait une planche de 1 mètre sur 1 mètre. Et de combien de haut? Pour avoir 0,35 mètres cubes, vous savez que 1 mètre cube, vous l'avez avec une planche, avec un objet qui fait 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc 0,35 mètres cubes, ce sera un bout de bois, une planche, un volume de bois qui, excusez-moi, c'est pas cube là, qui fait 1 mètre de large, 1 mètre de long et 35 cm d'épaisseur. Alors évidemment, il peut aussi faire 2 mètres de long, 1 mètre de large, et puis la moitié de 35, c'est-à-dire 16,5 cm d'épaisseur. Comme ça, vous pouvez calculer à peu près en fonction du bois la taille du radeau qu'il vous faut. Et puis faites attention à une chose, si vous construisez un radeau un jour et puis que c'est sérieux, ne partez pas avec un radeau qui flotte juste, parce que le bois, malheureusement, quand il est dans l'eau, il se mouille, et puis le bois mouillé,
Ça a une masse volumique plus importante que le bois sec. Donc il ne faut pas que votre bois se mouille. Okay, donc prenez de la marge si vous faites des radeaux. Mais je pense que c'est relativement évident comme conseil. Voilà. Alors, on a encore ici, je ne vais pas tous les faire, la couronne du royaume, ça je vous laisserai faire. On va juste faire encore un exercice, puis après je vous laisse tranquille. Quelle est la fraction du volume immergé et apparente? Immergée et apparente s'accorde avec la fraction, okay, d'un bloc de glace de volume V flottant sur de l'eau salée. Aha. Alors ça, c'est la fameuse histoire de l'iceberg. Hein, vous savez très bien, vous avez déjà entendu ça, que quand vous avez un iceberg, eh bien, vous avez beaucoup plus de glace sous l'eau que de glace hors de l'eau. Okay, donc ça, on va maintenant le calculer. Et qu'est-ce qu'on avait vu dans le cours? On avait vu, ça c'était à quel endroit du cours? C'était dans les derniers chapitres qu'on a fait, je vais quand même vous le remontrer. On avait vu, où est-ce que c'était? Ah voilà. Non, c'était pas là. Voilà, c'était ici. Hein. On avait vu que pour un objet qui flotte, le volume immergé divisé par le volume total, c'est le ρ objet sur le ρ du fluide. Alors, on va écrire ça. OK. Le volume immergé divisé par le volume total de l'objet, c'est égal au ρ de l'objet sur le ρ du fluide. J'ai eu une hésitation, je ne savais plus si c'était ρ objet sur ρ fluide. Si vous voulez que votre objet flotte et que donc il y ait un volume immergé et un volume immergé, eh bien dans ce cas-là, il faut que votre objet soit plus léger que le fluide. Okay, donc ça va être plus petit que 1, ça doit être plus petit que 1 aussi. Bien ça, je ne me suis pas trompé. Voilà. Alors, le volume de l'objet, c'est quoi? L'objet, c'est de la glace à 917 kg par mètre cube. L'eau salée, on vous dit entre 1020 et 1070. Prenons 1040. 1070, c'est de l'eau très très salée. 1040, c'est de l'eau assez salée. Dans l'Atlantique Nord, c'est peut-être 1030, 1035, je ne sais pas exactement. Ça ne fait pas une grosse différence. Faisons donc, prenons donc ces valeurs-là. Alors, si je fais 917 sur 1040, combien ça me donne? 917 divisé par 1040, ça fait 0,88 à peu près. Et ce 0,88, je peux l'écrire comme 88%. Hein. Maintenant, ici, j'ai le volume immergé sur le volume total. Donc, je peux écrire que le volume immergé, c'est 88% fois le volume total. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on dit, ce que tout le monde sait en gros, c'est que le volume immergé d'un iceberg, c'est environ 90% du volume total. Là, vous avez un calcul qui vous donne 88. Si vous faites ça dans de l'eau un peu moins salée, ça vous donnera un peu plus. Enfin, ça tourne toujours autour de 90. Okay, donc ça, c'est la raison pour laquelle les icebergs flottent. Ils flottent parce qu'ils sont plus légers. Ils ont une masse volumique plus faible que celle de l'eau salée. Par contre, leur masse volumique est suffisamment proche de celle de l'eau salée pour qu'il y ait une grande partie qui soit dessous.
qui soit sous la surface. Et donc, pour les icebergs, vous voyez que 10, dans ce cas-là, 12% de l'iceberg, du volume de l'iceberg en dessus de la surface. Mais votre iceberg, il peut être dessous. Et puis alors, il y a des situations très dangereuses où votre iceberg, il peut avoir une partie émergée là, et puis une partie immergée qui fait peut-être ça. Ok ? Et quand vous arrivez là avec votre bateau, vous tapez dedans avant d'avoir vu le sommet de l'iceberg lui-même. Donc quand on se promène autour des icebergs, on reste toujours à une distance respectable. Voilà, alors c'est un cours un peu spécial avec peu de participation. Ça, je vais pas le faire aujourd'hui. Je voulais simplement corriger ces derniers exercices sur la force d'Archimède. J'espère que vous en avez retiré quelque chose. C'est un peu difficile pour moi d'estimer parce que vous dites rien. Mais bon, je vous choperai l'année prochaine en classe si vous avez encore la malchance de tomber sur moi. Et puis, est-ce que vous avez des questions? Il y a des choses que vous voulez dire quand même? Vous n'avez pas de questions. Ok, c'était un cours génial. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous remercie. Ça termine le cours. Donc voilà, les cours sont finis. Il n'y a plus de cours. Essayez de vous souvenir un peu de ces choses l'année prochaine. Parce que c'est toujours utile à savoir. Et puis, bon été sinon. Au revoir. Une voix. Au revoir, au revoir.